Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée. Sur Al-Oula, voici les titres de l'actualité. Célébration de la Journée internationale de la femme, on met la lumière sur la création de la chaire académique Lalla Meriem pour la femme et l'enfant, une valeur ajoutée à la dynamique sociale que connaît le Maroc en matière de promotion de la condition de ces deux catégories sociales. Le statut des cadres des académies régionales d'éducation et formation au centre d'une réunion entre le ministre de tutelle et les syndicats représentatifs du secteur. Saïd Hamzazi promet l'amélioration des conditions de recrutement sous contrat. Aucun survivant dans le crash du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines. 2 Marocains parmi les victimes selon l'agence de presse officielle éthiopienne. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale met en place une cellule de crise. Le musée de la femme à Marrakech, écrin de beauté qui se veut un hommage à la femme marocaine. Pour le 8 mars, l'espace a choisi de glorifier des femmes pionnières qui ont marqué de leur empreinte la scène politique et culturelle nationale. Nous poursuivons notre élan des célébrations de la Journée internationale de la femme à la lumière des acquis réalisés par et pour celles qui constituent la moitié de la société. Les initiatives se multiplient pour la promotion de cette cause, comme celle que nous allons voir, la création de la chaire académique Lalla Meriem pour la femme et l'enfant, inaugurée avant-hier vendredi par son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, qui présidait la cérémonie de célébration du 8 mars. La chaire constitue une valeur ajoutée à la dynamique sociale que connaît le Maroc en matière de promotion de la condition de la femme et de l'enfant en tant qu'importante force de proposition. Souad Anachet. Cette force de proposition sera consacrée à travers la mise en œuvre d'une feuille de route dans le cadre d'une approche participative multidimensionnelle dans le but de promouvoir les droits des femmes et des enfants et parvenir à l'autonomisation économique des femmes marocaines. Les réunions de ce comité scientifique de la chaire Lalla Meriem ont focalisé sur l'élaboration d'un plan d'action à court et moyen terme, reflétant le rôle pionnier que jouera la chaire académique en tant qu'organe fédérateur des différents efforts en matière de promotion des conditions de la femme et de l'enfant. Nous avons pu élaborer une feuille de route à court, moyen et long terme. Le débat a porté essentiellement sur le moyen terme. Au centre des discussions, définir les priorités que la chaire académique Lalla Meriem pour la femme et l'enfant doit entreprendre avec ses partenaires et ce afin de mettre en œuvre un plan d'action et une méthodologie scientifique et pratique. Pour son plan d'action à court terme, la chaire Lalla Meriem, selon son comité scientifique, a traité sur une année du 8 mars 2018 au 8 mars 2019 le thème de la non-violence à l'égard des femmes en tant que mesure de précaution initiale protégeant les femmes et le droit de toute violation. Sur le court terme et conformément aux orientations de son Altesse royale la princesse Lalla Meriem, il a été convenu à l'unanimité de plancher sur la question de la non-violence à l'égard de la femme et de se concentrer lors de la première année de la chaire académique sur la problématique de l'action préventive afin d'instaurer cette culture de la non-violence. À moyen terme, les débats du comité scientifique ont abouti à l'adoption d'un plan d'action biennal dont les thèmes principaux sont les valeurs en tant que levier pour la réhabilitation de la société marocaine, l'ingénierie de l'action sociale et son rôle dans la protection des femmes et des enfants, le mariage des mineurs et l'accès à l'égalité des droits pour les femmes et les filles. Focus à présent sur le statut des cadres des académies régionales d'éducation et formation. Une réunion s'est tenue entre le ministre de tutelle et les syndicats les plus représentatifs du secteur. Saïd Hamzazi y a affirmé que les propositions du gouvernement à ce sujet visent l'amélioration de recrutement de ces cadres par contrat en passant à une situation réglementaire similaire à celle des fonctionnaires soumis au statut particulier du personnel de l'éducation nationale. Éclairage avec Souad Anachet. À la demande du chef du gouvernement et lors d'une réunion tenue avec les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs au sein du secteur de l'éducation et de la formation consacrée à l'examen du statut des enseignants cadres des académies régionales de l'éducation et formation, le ministre de tutelle affirme que les propositions du gouvernement portent sur les axes de l'amendement des dispositions du statut des cadres des académies régionales éducation et formation
et les droits qui y seront incorporés, ainsi que l'adoption de ces amendements. Des propositions qui visent, indique le ministère, à améliorer le statut actuel basé sur le recrutement par contrat, en passant à une situation réglementaire similaire à celle des fonctionnaires soumis au statut particulier du personnel de l'éducation nationale, et ce dans le cadre du recrutement par les académies régionales d'éducation et formation. L'axe d'amendement du statut concerne notamment l'abandon du système contractuel et la résiliation du contrat par le réexamen de tous les articles, abordant la résiliation du contrat du fait que le système contractuel n'est plus en vigueur. Il porte également sur l'exercice d'activités en dehors des horaires de travail, en autorisant au cadre des académies de les exercer à condition que les activités en question ne soient pas rémunérées à l'instar des autres fonctionnaires. Les propositions du gouvernement concernent aussi la promotion en accordant au cadre des académies régionales le droit à l'avancement de grade et d'échelle tout au long de leur carrière. Il s'agit également de la révision de l'article 25 du statut relatif à la retraite suite à une maladie grave, de manière à répondre favorablement à cette revendication et permettre au cadre des académies régionales l'accès aux mêmes droits des autres fonctionnaires. Concernant le cas de l'incapacité, les propositions du gouvernement portent sur l'application au cadre des académies des mêmes dispositions valables pour les fonctionnaires de l'administration publique. Il s'agit de surcroît du droit à la mobilité à l'intérieur de la région d'affectation, de l'intégration d'office sans recours à l'avenant au contrat, de la titularisation directement après l'intégration au corps des cadres des académies et l'admission à l'examen de qualification professionnelle et du reclassement au grade 2 de la classe 2 échelle 10, tout en conservant l'ancienneté acquise au sein de l'Académie régionale d'éducation et de formation. Le deuxième axe des propositions du gouvernement porte en particulier sur la possibilité de candidature au concours des inspecteurs si les conditions sont réunies, à l'instar des autres enseignants de l'éducation nationale. Idem pour les concours d'agrégation, l'accès à l'administration pédagogique et l'orientation et la planification pédagogique. Les propositions du gouvernement visent également à permettre l'accès aux postes de responsabilité, chef de service, chef de division, directeur provincial, conformément aux conditions et modalités en vigueur. Lors de cette rencontre, le ministre de tutelle, Saïd Hamzazi, annonce que ces amendements seront adoptés lors d'une session extraordinaire des conseils d'administration des académies régionales éducation-formation prévues incessamment. Le ministre a réaffirmé que le recrutement régional demeure un choix stratégique du gouvernement inscrit dans le cadre de l'implémentation de la régionalisation avancée, ajoutant que ce choix consiste à accorder aux académies la possibilité de maîtriser leurs ressources humaines tout en veillant à en assurer la stabilité professionnelle et sociale. En présentant ces propositions au nom du gouvernement, le ministère affirme veiller à assurer au cadre des académies les conditions adéquates de stabilité et de motivation au service de l'intérêt supérieur des élèves. Il se déclare également disposé à poursuivre les contacts avec les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs en présence des enseignants concernant afin de fournir les éclaircissements nécessaires concernant ces propositions. Les autorités marocaines ont procédé ce dimanche au rapatriement d'un groupe de 8 ressortissants marocains qui se trouvaient dans des zones de conflit en Syrie. Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur indique que cette opération s'inscrit dans le cadre des contributions du Maroc aux efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et en s'acquittant de la responsabilité de protection des nationaux. Cette opération de rapatriement qui revêt un caractère humanitaire a permis à ces ressortissants marocains de retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité. Selon ce même document, ces rapatriés feront l'objet d'enquêtes judiciaires pour leur implication présumée dans des faits liés au terrorisme, sous la supervision du parquet compétent. 2 Marocains parmi les victimes du crash ce matin d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi avec 157 personnes à bord qui ont toutes péri dans ce crash. C'est ce qu'indique l'agence officielle éthiopienne de presse ENA. Suite à ce drame, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a mis en place une cellule de crise au niveau de la direction des affaires consulaires et sociales pour suivre la situation avec les autorités éthiopiennes. Aucun des 149 passagers et 8 membres d'équipage à bord n'a survécu au crash de l'appareil qui assurait donc la liaison Addis Abeba-Nairobi.
Le Boeing s'est écrasé à seulement 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba, 60 km de la capitale. Aucun survivant. Les 157 victimes, dont les membres de l'équipage étaient de 32 nationalités différentes. Selon le PDG de la compagnie, le pilote avait signalé des difficultés. Il avait obtenu l'autorisation de faire demi-tour. Le point de la situation avec Boubkar Ben Rablit. Sur la piste de l'aéroport d'Addis Abeba, il est 8h38, heure locale. Le Boeing 737 MAX 8 décolle de la piste et prend son envol. Les conditions météo sont bonnes. 8h44, 6 minutes après le décollage, le contact radio est coupé. Les dernières données situent l'appareil à 35 km à l'est d'Addis Abeba, à environ 9000 pieds. L'avion neuf ayant effectué son premier vol le 30 octobre s'est écrasé près de Bishoftu, à 62 km au sud-est d'Addis Abeba. Aucun survivant parmi les 149 passagers et 8 membres d'équipage. At least 35 nationalities. And I'm saying at least because as of now, les passagers à bord étaient de différentes nationalités, 35 au total. 2 autres sont en cours d'identification. Parmi les victimes, 32 sont de nationalité kenyane, 18 canadiens, 8 de nationalité chinoise, 5 des Pays-Bas, 6 de nationalité égyptienne, 9 d'Éthiopie, 7 de nationalité française et 7 autres de Grande-Bretagne. With 9, France, UK, 7 each. Le pilote de l'appareil avait signalé après le décollage des difficultés et demandé à faire demi-tour, a précisé le patron d'Ethiopian Airlines. Le MAX 8 est la version la plus récente du Boeing 737, l'avion de ligne le plus vendu au monde. L'enquête est ouverte pour déterminer les causes du tragique accident. En Algérie, les appels à la grève générale diversement suivis. Transport à l'arrêt à Alger, lycées pour la plupart fermés dans tout le pays, mais certains commerces et administrations ouverts. L'appel à la grève générale contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika n'est pas entendu de la même oreille. Une majorité de magasins du centre commerçant d'Alger n'ont pas ouvert dimanche, qui est un jour de semaine dans le pays. En revanche, de nombreux commerces sont ouverts dans plusieurs autres quartiers de la capitale et la plupart des administrations semblent fonctionner. Du côté des lycées, la plupart sont fermés à travers le pays. À Alger, plusieurs centaines de lycéens se sont d'ailleurs rassemblés sans incident. Le Venezuela, toujours plongé dans le noir, 15 patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse, alors que le pays est paralysé par une panne géante d'électricité. La situation des personnes souffrant d'insuffisance rénale est critique. On parle de 95% des unités de dialyse qui pourraient atteindre aujourd'hui 100% paralysées en raison du manque d'électricité. Dans les quelques unités de dialyse où il y avait des générateurs électriques, il est de plus en plus difficile de les remettre en marche faute de carburant. Depuis jeudi, les Vénézuéliens sont confrontés à la pire panne d'électricité de l'histoire du pays. Il était très attendu. Le musée de la femme à Marrakech est ouvert au public depuis septembre dernier. Un écrin de beauté et de finesse qui rend hommage aux femmes marocaines et à leur influence dans l'histoire du royaume. Pour le 8 mars, le musée a choisi de glorifier des femmes pionnières qui ont marqué à jamais la scène politique et culturelle nationale. Boubkar Ben Rablit. Elles ont marqué leur époque et notre mémoire collective par leur engagement et leur créativité dans les domaines politiques, social, économiques et culturels du Maroc. Malika El Fassi, la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance, Chaibia Talal, artiste peintre de renommée mondiale, Fatna Bent El Hussein, icône de la Haïta. Aux côtés d'autres pionnières, le musée de la femme leur rend un vibrant hommage. Je suis vraiment honorée de participer à ce jour qui est le jour de la femme, surtout la femme rurale. Donc la femme qui commence à avoir des droits et surtout dernièrement, elle a eu beaucoup de droits, surtout au Parlement, ils ont voté contre le travail des petites bonnes. Documents, costumes, photographies, peintures, tissage et parures. Autant de supports pour fêter ces femmes à travers leur création, embrassant plusieurs domaines.
toute la musique, la culture, les traditions marocaines m'ont beaucoup inspirée. Et ici, on en a un petit témoignage à travers ces photos qui racontent un peu quelques-uns des tournages et qui rendent hommage en même temps à une femme qui m'a inspiré mon premier film comme réalisatrice, qui est Fatna Abdelhoussine. Mon travail consiste à faire un travail abstrait, donc en utilisant des matières chimiques, des sels minéraux, et surtout en tant que chimiste, j'essaie d'utiliser tous les matériaux possibles qui rentrent dans la chimie. Et surtout, je représente généralement des femmes. Une exposition hommage qui célèbre des femmes bâtisseuses, battantes et persévérantes qui ont investi très tôt des domaines longtemps restés la chasse gardée des hommes, des femmes inspirantes pour les générations futures. Page cinéma pour finir avec le palmarès du 20e Festival national du film de Tanger. Le film documentaire We Could Be Heroes de Hind Bensari a remporté le grand prix dans la catégorie des longs métrages. Le prix du jury est revenu au long métrage La guérisseuse de Mohamed Zineddine, qui a remporté aussi le prix de la réalisation. Ce même film a raflé les prix du meilleur rôle féminin décerné à Fatima Atif et du meilleur rôle masculin remis à l'acteur Mehdi El Aroubi. Quant au prix de la première œuvre, il a été attribué à Catharsis of the Alina Tales of the Lost Road de Yassine Marco Mouruku, qui a gagné également les prix du scénario, de l'image et de la musique. Dans la catégorie du court-métrage, le grand prix du festival a été remporté par le film Les Enfants des Sables de Rally Greenwich. Cette pellicule de 25 minutes dont l'action se déroule dans les camps de Tindouf relate l'histoire de deux femmes essayant d'éviter à leurs enfants la déportation forcée vers Cuba que le Polisario impose à leurs familles détenues. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, nouvelle édition complète en arabe avec Mohamed Reda Labidi. Bonne soirée à tous.